Bonjour et bienvenue donc dans ce tour de l'actualité. Au Proche-Orient, Israël et le Hamas ont validé la première étape d'un accord de paix sous médiation américaine prévoyant un cessez-le-feu et un échange d'otages. Mais la situation reste fragile, les bombardements se poursuivant à Gaza. En France, Emmanuel Macron s'apprête à nommer un nouveau Premier ministre après la démission de Sébastien Lecornu. Les négociations se multiplient à l'Élysée sans majorité claire à l'Assemblée. Enfin, la Chine a durci ses restrictions sur les exportations de terres rares, renforçant son contrôle sur ses métaux stratégiques, une décision à forte portée géopolitique à la veille d'un possible tête-à-tête entre Xi Jinping et Donald Trump. Après des semaines de négociations intenses, le gouvernement israélien a finalement validé la première étape d'un accord de paix avec le Hamas. Cet accord, élaboré sous la médiation des États-Unis, notamment de Donald Trump et de ses émissaires Jared Kushner et Steve Witkoff, ouvre la voie à un cessez-le-feu dans les prochaines 24 heures, suivi d'un échange d'otages et de prisonniers dans les 72 heures. Concrètement, Israël s'engage à suspendre ses opérations militaires à Gaza, tandis que le Hamas doit libérer les otages israéliens capturés lors de l'attaque du 7 octobre 2023. En contrepartie, plusieurs prisonniers palestiniens seront remis en liberté. Cependant, les discussions ne s'arrêtent pas là. Des points essentiels restent à résoudre, notamment la question de la gouvernance future de la bande de Gaza et la composition d'une force internationale de supervision. Sur le terrain, l'annonce a provoqué un mélange de soulagement et de prudence. En Israël comme à Gaza, les civils espèrent enfin un répit après 2 années de guerre ayant fait plus de 67 000 morts palestiniens et environ 1200 victimes israéliennes. Pourtant, malgré la perspective de la paix, des bombardements ont encore été signalés ce matin, rappelant la fragilité du processus. Politiquement, l'accord divise profondément, tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou remercie les États-Unis pour, je le cite, leur rôle décisif. Les partis d'extrême droite israéliens dénoncent une capitulation face au Hamas. Ainsi, si cette première phase symbolise une lueur d'espoir, sa réussite dépendra de la capacité des deux camps à maintenir la trêve et à avancer vers un accord global. Comme l'a résumé un diplomate présent aux négociations, le plus dur commence maintenant. Après 5 jours d'incertitude, Emmanuel Macron doit désigner un nouveau Premier ministre d'ici ce soir afin de tenter de mettre fin à la crise politique ouverte par la démission de Sébastien Lecornu lundi dernier. Depuis, les tractations se sont multipliées à l'Élysée sans qu'aucun nom ne soit encore imposé avec certitude. En attendant l'annonce officielle, le président a convié aujourd'hui à 14h30 les chefs de parti, à l'exception du Rassemblement national et de la France insoumise, pour une nouvelle série de consultations. Parmi les invités figurent Gabriel Attal, Édouard Philippe, Olivier Faure ou bien encore Marine Tondelier. Cette rencontre déjà jugée décisive doit permettre d'évaluer les marges d'un accord politique minimal, voire d'un gouvernement de coalition. Cependant, les positions restent profondément divergentes, tandis que la gauche appelle à une cohabitation. Les Républicains refusent toute alliance avec les macronistes. De son côté, l'ancien ministre centriste Jean-Louis Borloo, souvent cité pour Matignon, a démenti tout contact avec l'Élysée tout en appelant à redonner un cap au pays. En parallèle, le camp présidentiel tente de préserver la stabilité institutionnelle alors que le budget 2026, à l'origine de la crise, je vous le rappelle, doit être présenté ce lundi. Or, sans majorité claire, toute formation gouvernementale reste menacée par une censure immédiate. Ainsi, la journée s'annonce décisive pour Emmanuel Macron, pris entre l'urgence d'un accord et le risque d'un nouvel échec politique. Qu'il opte pour une figure d'ouverture ou pour le retour de Sébastien Lecornu, le chef de l'État joue une part essentielle de son second quinquennat. Pékin a encore resserré hier son contrôle sur les terres rares, élargissant la liste des minéraux et technologies soumis à une licence d'exportation. Désormais, 12 des 17 éléments de terres rares, dont l'holmium, l'europium et le thallium, sont placés sous stricte surveillance. Les restrictions s'étendent aussi aux technologies d'extraction, de raffinage et de fabrication d'aimants, ainsi qu'aux batteries, au lithium et aux matériaux en graphite synthétique, piliers des véhicules électriques. Officiellement, il s'agit de préserver la sécurité et les intérêts nationaux en empêchant leur usage militaire, mais en pratique, Pékin renforce son levier géopolitique sur un marché qu'il domine largement, puisque près de 70% du traitement mondial de ces métaux essentiels à l'électronique, à la défense et aux semi-conducteurs sont gérés par ces entreprises. Les entreprises étrangères, elles, devront désormais obtenir des licences spécifiques pour exporter tout produit ou technologie liée aux terres rares chinoises. Cette décision intervient, je vous le rappelle, alors que Xi Jinping et Donald Trump doivent se rencontrer
en marge du sommet de l'APEC en Corée du Sud. En plaçant les terres rares au cœur de sa stratégie, Pékin prépare le terrain avant de nouveaux pourparlers commerciaux. La Chine a compris qu'elle détient une arme silencieuse, celle des métaux stratégiques, analyse un expert. Cependant, notez-le bien, les conséquences pourraient être considérables. Hausse des coûts industriels, tensions dans les chaînes d'approvisionnement et dépendance accrue des puissances occidentales. En réponse aux sanctions américaines sur les puces, la Chine adopte donc à son tour des mesures extraterritoriales interdisant à ses ressortissants de participer à l'exploitation minière à l'étranger et sanctionnant des entreprises occidentales jugées non fiables. Pékin ne se contente plus de produire les métaux de demain, elle veut désormais contrôler ceux qui en fixent le prix et les usages. Nous allons faire un petit tour de ce que la planète finance va scruter aujourd'hui et globalement ce qui sera regardé de très près en l'absence, je vous le rappelle, de données sur l'emploi, les traditionnelles données hebdomadaires sur l'emploi américain. Écoutez, peu de choses à se mettre sous la dent aujourd'hui. La saison des résultats trimestriels continue d'être dans l'œil des investisseurs et je vous rappelle que les banques américaines seront à l'honneur dès le début de la semaine prochaine. Voilà pour le tour de ce que les investisseurs vont regarder aujourd'hui. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les marchés ont marqué une pause, à l'exception de Francfort, porté par les valeurs industrielles. Le CAC 40 a cédé 0,23% et le FTSE 0,41% dans un contexte de prise de bénéfices après les récents records. Le Stoxx 600 a reculé de 0,43%, lesté par la consommation cyclique, tandis que les valeurs défensives ont limité la baisse. Aux États-Unis, Wall Street a ralenti hier comme en apnée avant la vague de résultats trimestriels à venir. Sans indicateurs économiques majeurs ni signaux politiques clairs, la prudence a dominé. Le Dow Jones a reculé de 0,52%, le S&P 500 de 0,28% et le Nasdaq de 0,08%. Après 6 mois de progression quasi en ligne droite, les investisseurs ont préféré lever le pied dans un marché privé de repères par le shutdown qui suspend la publication de trop nombreux indicateurs. Dans ce climat feutré, cependant, quelques secteurs se sont distingués. Les valeurs minières ont bondi, dopées par les restrictions chinoises sur les terres rares, comme on vient de le voir, perçues, et vous l'avez compris, comme une opportunité industrielle. Pour les États-Unis, enfin, les prix du pétrole ont reculé, effaçant une partie de la prime de risque liée au conflit au Proche-Orient. L'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a apaisé les tensions géopolitiques. Et si Israël ne pèse guère dans la production mondiale, la crainte d'une contagion régionale justifiait jusqu'ici une partie de la nervosité des marchés. Pour les opérateurs, l'attention se déplace désormais vers le Yémen. La réaction des rebelles houthis pourrait conditionner la sécurité du trafic maritime via la mer Rouge et le canal de Suez. En parallèle, la pression reste baissière du fait de stocks américains élevés et d'une offre croissante de l'OPEP+. Dans un marché saturé, la perspective d'une paix durable pourrait prolonger le reflux des prix et redessiner les équilibres énergétiques mondiaux. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison décembre a reculé hier de 1,56% pour clôturer à 65,22 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison novembre, il a lui lâché 1,66% pour clôturer à 61,51 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 10 octobre 2025 et dans un instant, nous ouvrirons notre page politique avec notre invité Jacques Miard, maire de Maisons Laffitte, avec lequel nous reviendrons évidemment sur l'imbroglio politique actuel en France et je vais essayer d'en savoir un peu plus et c'est dans un instant. À tout de suite sur TV Finance.